Tout d'abord, merci d'être là, parce que c'est un véritable effort pour tout le monde. On en est bien conscient, le fait de venir le dimanche matin. Bon, je sais bien qu'il pleut dehors et que vous avez plein de raisons d'être à l'intérieur plutôt que d'être dehors, mais en même temps, voilà. Les familles nous sollicitent le dimanche, on le sait bien. Donc c'est un vrai effort et c'est un élément important dans votre attachement à l'éducation en général, à la formation en plus. C'est important de se sentir investi dans son devenir, dans son amélioration perpétuelle. On est tous un petit peu confrontés à ça et c'est quelque chose d'extrêmement important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de prendre un petit moment pour prendre du recul, pour prendre un peu de la hauteur par rapport à la problématique de notre journée. Évidemment, vous allez avoir tout à l'heure, vous l'avez vu, il est déjà sur la table, une démonstration avec le robot de l'éducation nationale qui est disponible dans toutes les académies, on en reparlera tout à l'heure. Il y aura ensuite une table ronde, vous avez tous le programme sous les yeux pour essayer de réfléchir aux avantages et aux limites du numérique dans l'école, plus ses avantages, parce qu'on pense que vraiment ça peut être un plus au niveau de l'éducation, au niveau de la formation des élèves, et des ateliers encore plus pratiques cet après-midi, dans 3 secteurs. Un atelier pour le premier degré, avec la société Tralalaire que je vous présenterai tout à l'heure. Un deuxième atelier plutôt pour le second degré avec le canopé. En réalité, on aurait pu inverser. C'était un choix complètement arbitraire. Tralalaire, c'est aussi faire pour le secondaire, et canopé, c'est aussi faire pour le premier degré. Il fallait trancher. J'ai pris ça sur moi de choisir. Un troisième atelier, plus spécifique aux enseignants de Kodesh, sur des outils qu'ils peuvent également utiliser pour enrichir leurs cours, donc les enseignants de matière juive. Mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur la place de l'outil. La place de l'outil de manière générale et la place de l'outil avec l'éclairage qui est le nôtre, celui de la tradition juive. Non pas pour en faire quelque chose de religieux pour faire du religieux, mais parce qu'à partir de nos textes, même si la lettre du texte est datée, mais en même temps sa lecture est au-delà des époques, elle est en permanence d'actualité, et il me semblait qu'on pouvait en retirer quelque chose qui serait intéressant pour notre réflexion d'aujourd'hui. D'abord, le numérique, sous toutes ses formes, je ne vais pas détailler maintenant, est essentiellement un outil. Dans la belle image du célèbre anthropologue, ethnologue André Leroi-Gourhan, l'outil est un prolongement de la main. Prolongement de la main qui permet à ce qui nous vient à l'esprit de se transformer en action décuplée grâce à l'outil. Il prolonge sous toutes ses formes. Il prolonge dans l'espace, il prolonge en capacité, en efficacité. Et on a des outils aujourd'hui qui clairement sont capables de faire des choses plus vite que nous, mieux que nous, avec plus d'économie en termes d'énergie. Mais en même temps, on a bien le sentiment que ça reste des outils, c'est-à-dire qu'ils viennent prolonger nos intentions, nous rendre capables de choses qu'on pensait ne pas être en mesure de faire. Dans les deux sens, l'outil, d'une certaine façon, nous améliore, nous donne plus de compétences, de capacités, mais en même temps, on le sait bien, pour tous les outils, c'est valable, il nous transforme également en retour. C'est-à-dire que notre action n'est pas simplement le fruit
de notre réflexion, l'action nous permet également de revenir sur notre réflexion, de l'enrichir. Grâce à l'outil, on arrive à ouvrir de nouveaux horizons. Mais en même temps, dans un univers fini, dans un univers limité, même si on n'en ressent pas toujours les limites. L'outil, la machine, quelle qu'elle soit, a son programme, son champ d'action. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et donc, elle nous introduit dans un univers fermé. On le sait en utilisant l'informatique les uns et les autres. Vous voulez être dans la création? On vous propose des choses, on vous suggère du texte avec de l'intelligence artificielle, des images, on vous propose de faire des choses qui ne sont que la palette qui a été introduite dans la machine par son concepteur. Cette palette peut être extrêmement large, mais nécessairement elle est finie. Or, nous le savons déjà, dans la tradition juive, on a un problème avec cette finitude. Tout le problème de l'idolâtrie, ce n'est pas tellement la petite statuette qui représente une divinité, une puissance. C'est que la représentation limite le champ des possibles. La non-représentation de Dieu nous laisse complètement libres de tout. Il n'y a pas de limite dans la conception, il n'y a pas de limite dans les pouvoirs, il n'y a pas de limite dans la connaissance. Donc, l'outil, même si sa palette est extrêmement large et qu'au quotidien, c'est super à utiliser, en même temps, il faut en avoir conscience, nous introduit dans son monde, dans sa culture, dans son modèle. Certains, en fonction de la culture des concepteurs, vont être plutôt anglo-saxonnes, d'autres plutôt à la française, d'autres plutôt à l'asiatique. Mais c'est un modèle, c'est une culture. On rentre dans des propositions qui sont des propositions marquées culturellement. Ce n'est pas gênant en soi si on maintient l'outil dans le statut d'outil. Dès qu'on croit qu'on va au-delà, d'un seul coup, on rentre dans un univers fermé, clos, qui va nous empêcher certaines créativités. Or, on le sait, le propre de l'homme, c'est la capacité de rupture. On le voit dans les arts, dans la science. Quand une nouvelle école de peinture apparaît, elle est clairement en rupture. Elle n'est pas dans l'approfondissement de l'école précédente. En élargissant la palette, elle rompt. Quand Picasso a lancé sa période cubiste, il était en rupture totale. Si on avait été lié à une machine, on serait resté dans la démarche figurative de l'époque précédente. Et c'est valable dans tous les secteurs. L'homme a la capacité de faire du hors-piste, de changer d'univers, de changer de culture, de se confronter à autre chose et de sortir d'un cadre prédéfini qui était celui qu'il utilisait avant. Cette capacité d'imagination, de création, de rupture reste le propre de l'homme. Les animaux non plus n'ont pas la possibilité de cette rupture. Ils ont des langages, ils ont un monde qui est clos du fait de leur instinct. Ils n'ont pas la possibilité, même les animaux les plus développés, on le voit aujourd'hui avec l'étude du langage, d'inventer des choses qui soient complètement en rupture par rapport à leur cadre initial. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, je vais vous emmener dans un autre univers. Mais vous allez voir que par ce détour, on arrive à la même problématique. Il y a une mitzvah, un commandement dans la tradition juive, qui met particulièrement en relation l'action avec la pensée. C'est la mitzvah des téphilines. Les téphilines, ce sont ces petits boîtiers qu'on met un sur le bras, l'autre sur la tête, au moment du temps de prière. Ces boîtiers
comporte un parchemin qui reprend les textes qui donnent ce commandement. Ce n'est pas des amulettes. Elle n'a pas de pouvoir magique. C'est un pouvoir symbolique. Le boîtier qu'on met sur le bras, qu'on attache avec une lanière, correspond à notre action. Notre action, dans la tradition juive, doit être en cohérence avec les commandements, avec le texte biblique. Mais le boîtier qui est sur le bras, c'est un boîtier avec un seul compartiment, un seul parchemin. Les 4 textes qui y sont sur le même parchemin, enroulés à l'intérieur du boîtier. L'action doit être claire, elle doit être lisible à l'extérieur. Notre action ne peut pas être résidente pour être efficace. Elle ne peut pas partir dans toutes les directions, sinon c'est sans intérêt et on n'aboutit à rien. Notre action doit avoir un début, un développement, un aboutissement. Elle doit être orientée vers quelque chose pour son efficacité. Le boîtier que nous avons, qu'on porte sur la tête, est lui fait de 4 compartiments. Les mêmes textes, chacun sur un parchemin séparé, sont dans chacun de ces compartiments. La pensée peut être multiple. On peut, dans notre étude, dans notre relation à Dieu, utiliser des voies et des démarches complètement différentes. La pensée s'enrichit de la confrontation des idées, de la diversité. Et la pensée, si elle était monolithique, serait dogmatique et donc dangereuse. Le débat, c'est la meilleure garantie contre le totalitarisme. On met en même temps, habituellement, le boîtier l'un après l'autre, celui du bras, ensuite celui de la tête. L'idée première qui est expliquée, c'est qu'il faut essayer de mettre en cohérence ces idées qui sont multiples avec son action qui doit être unique. Il faut faire un choix. On a le droit d'être dans le débat, mais au moment où il agit, il faut avoir tranché, il faut avoir décidé. Il faut essayer de créer de l'harmonie entre les deux pour pouvoir être un homme pleinement développé et stable. Mais c'est intéressant de voir qu'il ne s'agit pas d'une seule mitzvah, ce n'est pas un même commandement avec le boîtier du bras et le boîtier de la tête. Ce sont 2 commandements séparés. Et d'une certaine façon, on pourrait, en cas de nécessité, de maladie par exemple, ou d'incapacité particulière, mettre l'un sans mettre l'autre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'un n'est pas complètement le décideur de l'autre. On croit habituellement que notre esprit, notre cerveau, notre réflexion décide de tout ce que l'on fait. Mais non, on le sait bien. Il y a des actions qui ne sont pas contrôlées par le cerveau. Il y a des réflexes où il y a un court-circuit. On passe à côté du cerveau pour agir. On le sait bien, dans certaines maladies, le corps peut être complètement... Les membres du corps peuvent être paralysés et l'esprit continuer à fonctionner. Et inversement, dans des maladies dégénératives, l'esprit peut être en destruction progressive avec la maladie d'Alzheimer et le corps fonctionner. Il y a donc bien 2 éléments distincts qui doivent être unis, organisés l'un par rapport à l'autre pour être efficaces. Cela vient nous suggérer quelque chose d'essentiel. L'action, ce qu'on va mener par le bras et tout ce qui va prolonger le bras, que ce soit l'outil ou que ce soit l'informatique, l'Internet, le numérique de manière générale ou l'intelligence artificielle, c'est un outil. L'esprit aussi est un outil. Notre cerveau, constitué de neurones, de synapses et d'une chimie extraordinaire, 10 fois plus complexe que simplement l'action, est un outil. Ce n'est pas complètement l'un qui contrôle l'autre.
Ils doivent agir ensemble, mais en fait, dans la tradition juive, ils sont contrôlés par autre chose. Ce qu'on appelle la neshama, l'âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'intériorité humaine qui fait qu'on est un humain. Et tous les humains ont une neshama. L'humain n'est pas simplement un phénomène physique, chimique avec celui du cerveau. Il a un plus qui n'est pas périssable, qui fait que lorsque on a perdu l'usage de son cerveau, on reste quand même un homme, même si on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Que lorsque le corps ne fonctionne plus et qu'il n'y a que l'esprit, on est encore un homme. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir quelque chose de plus que simplement les outils géniaux qui sont à notre disposition. Dans la Gemara de Megillah 24b, on nous donne un drôle d'enseignement qui vient compléter ce que je suis en train de dire. On nous dit, les tefilines, ces deux boîtiers, ne peuvent pas être sphériques, ne peuvent pas être ronds. Ils sont cubiques. Bizarre. Pourquoi ça ne pourrait pas être rond, après tout? Bon, on sait que la forme cubique a été décidée nous a été transmise depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse. Mais pourquoi ce ne serait pas sphérique à la limite? L'essentiel, est-ce que ce n'est pas les parchemins qu'il y a à l'intérieur? Non. D'abord, la forme sphérique est une forme instable. Une boule dépend des éléments qui sont autour d'elle. Il y a un peu de vent, elle va se déplacer facilement. Le plan sur lequel elle est posée est un peu incliné, ça va rouler tout seul. Il n'y a pas de stabilité propre. Le cube, nous dit le Talmud de Jérusalem, est une forme parfaite inventée par l'homme. Parce que lors de la création du monde, il n'y a pas de cube parfait dans le monde. Il y a des parallélogrammes, il y a des volumes qui ont plein de formes, mais pas le cube. Le cube, c'est cette forme où toutes les faces sont équivalentes les unes aux autres et donnent une pleine stabilité. Même notre pensée, si elle peut être polymorphe, elle doit être stable. Des tefilines qui seraient sphériques ne pourraient pas être stables. Et la Gemara nous donne un autre enseignement. Il dit pourquoi il ne faut pas prendre un boîtier de tefilines pour la tête sphérique, de peur qu'on se mette en danger et que cela nous ouvre le crâne si on se cogne. Bizarre. Bizarre. Rashi dit, c'est quoi sphérique, agoula dans le texte? C'est en forme de noix. Encore pire. C'est quoi cette histoire de noix? En réalité, réfléchissez bien. Vous connaissez tous les noix. Quand vous enlevez la coque, vous avez à l'intérieur des cerneaux qui ressemblent à un cerveau. Vous imaginez, si on se promenait avec un boîtier qui est notre parure, qui symbolise notre cerveau, quel orgueil, quelle suffisance on aurait. On se prendrait grâce à cet outil extraordinaire qu'est notre cerveau pour les rois du monde. Dire non, tu vas cadrer les choses. Tu ne vas pas prendre une forme de cerveau pour croire que grâce à ton cerveau, tu es le plus intelligent, tu es le plus fort, tu es le plus génial du monde. Tu vas prendre un cube. Ton outil, il doit avoir un cadre. Tu dois comprendre que ton outil intellectuel, il est certes très puissant, mais lui aussi, il a des limites. Alors on est dans un cube, on est à l'intérieur. De chaque côté, on est borné. Parce qu'on comprend bien que c'est par la limite que l'outil devient efficace et important. Avec le numérique, on a la même problématique. On s'inquiète ici ou là. Est-ce que les profs vont être remplacés par des ordinateurs demain? Peut-être certaines fonctions.
Le prof qui se conçoit comme un simple répétiteur, qui donne des exercices répétitifs pour vérifier qu'il y a bien une acquisition, bien sûr, l'ordinateur peut le faire. Avec l'intelligence artificielle, on va probablement découvrir de nouveaux outils qu'on n'imagine même pas encore. Mais ça reste des outils. Tant qu'on a conscience que ce sont des outils qui nous donnent une efficacité encore plus grande, alors on comprend que l'humanité, elle est ailleurs. Elle est dans d'autres compétences. Elle est dans notre faculté de penser, dans notre faculté de créer, d'imaginer, de sortir des sentiers battus. Mais si le prof n'est pas là pour ça, pour amener l'élève au dehors de sa suffisance, de sa tranquillité, n'est pas là pour le réveiller, pour l'éveiller, pour l'ouvrir à autre chose, alors qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas juste en train de transmettre des savoirs. On est en train de faire en sorte que son esprit devienne un outil efficace pour la pensée. Pas simplement pour l'action, mais aussi pour la pensée, parce que c'est à travers la pensée, la réflexion, la créativité, que l'humain reste le plus humain. C'est-à-dire qu'il se donne la possibilité de comprendre qu'au-delà de lui, parce qu'il est dans un cube, qu'au-delà de lui, il y a de la transcendance. Mais cette transcendance, cet accès à la transcendance, cette capacité d'abstraction, c'est ce qui fait l'humain pleinement et ce qui permet d'utiliser le mieux possible l'outil, parce qu'on n'a pas cru que l'outil c'était le tout, mais qu'on a compris que l'outil numérique, matériel ou autre reste un outil, et c'est le meilleur service qu'on a à se rendre en sachant comment l'utiliser, comment faire du bien aux élèves, comment les amener à progresser, comment les amener à se développer dans leurs apprentissages, parce que c'est ça notre mission, mais tout en sachant que la maîtrise de l'outil pour l'élève aussi n'est qu'une compétence à acquérir. Derrière cette compétence et cette acquisition de l'outil, il y a un humain en développement, et c'est ça que je voulais revoir avec vous ce matin avant de commencer notre journée.